première. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Claude Davio est notre invité café de ce mardi matin. Claude, Yorana. Yorana Marouki. Alors vous êtes ancien pêcheur, ancien coordinateur du Phare Tautei et ancien chargé de mission du ministère des Ressources marines. Autant dire que le monde de la pêche, vous connaissez bien, hein, Claude? Oui, un petit peu. J'ai commencé la pêche en 1966. D'accord. Alors Claude, pour commencer notre interview, parlons de la tarification du poisson et plus particulièrement du thon, qui est le poisson le plus consommé chez nous. Les prix varient beaucoup, hein, même si ces dernières semaines, il a quand même baissé. Et qu'est-ce qui explique cet effet yo-yo, justement, du tarif du poisson? Cet effet yo-yo, beaucoup diront que c'est l'effet d'El Niño, de la Niña. Enfin, on cherchera toujours des excuses pour varier les prix. En fait, c'est chacun des marailleurs qui achètent le poisson qui fixe son tarif poisson suivant le prix qu'il a payé au pêcheur. Beaucoup vont à la criée et bien souvent, on fait monter les prix à la criée. Et on facture, même si on a acheté à d'autres pêcheurs beaucoup plus bas, on facture au prix le plus cher à la criée et on essaie de justifier, c'est un PPN, produit pour nanti. Parce que le vrai PPN, c'est comme pour le pain. Que ça soit Totira, Popété ou Marquis, c'est 53 francs. Le thon blanc, c'est un PPN, mais chacun fait son petit calcul. Alors, c'est qui fait flamber les prix? Ce sont les pêcheurs qui vendent leurs poissons ou ce sont les marailleurs qui l'achètent? Parce que certains marailleurs, en plus, ont des bateaux, partent en campagne de pêche. Je dirais que c'est plutôt les marailleurs. C'est pas le pêcheur, il vient, on lui dit tu mets à la criée ou on lui propose d'acheter son poisson à temps. Quand ils vont à la criée, c'est pas le pêcheur qui appuie sur le bouton pour faire monter les prix, ce sont les marailleurs qui sont là. Et il y a deux gros marailleurs qui font monter les prix. On a assisté à des prix du thon blanc qui a dépassé 1700 francs. Du papillot, à l'époque, on distribuait gratuitement, qui se vendait à 2000 francs la criée. Et à partir de là, on fait les calculs pour vendre le poisson au détail. Et pourquoi alors le thon blanc, qui est considéré comme un produit de première nécessité, eh bien, son tarif au kilo varie? C'est à la faute aux marailleurs? Je dirais que c'est la faute de l'ensemble de la profession et beaucoup peut-être plus du service qui est concerné. On prend l'exemple du PPN comme pour le pain. C'est 53 francs le prix du pain, quel que soit l'endroit où tu as traité ou arrêté. Okay? Pour le thon blanc, il y a la même formule, le PPN aussi, mais moi je dirais que c'est PPN majuscule, produit pour nanti. Pourquoi? Chacun des marailleurs, chacun des acheteurs fixe son PPN suivant le prix qu'il a payé au pêcheur. Et bien souvent, on se sert des prix de la criée pour faire monter, pour revendre le prix. Il y a une formule qui a été mise en place en 1995. J'ai participé avec Paul Vernodon et Jacques Tessier à la mise en place de ce PPN. Après plusieurs discussions, on a trouvé le coefficient pour calculer le prix du PPN du thon blanc. Au prix d'achat, on multipliait par 1,8. On avait le prix de revient après le filetage du poisson, les filets. Et le marailleur avait une marge de 200 francs le kilo. Et le revendeur, le prix au détail, c'était 200 francs. Donc, à partir du coefficient de 1,8, quand on multiplie le prix du poisson, à 400 francs, on connaît le prix de vente au détail. À l'heure actuelle, c'est chacun qui fait son prix. Même, vous pouvez vérifier, chez Carrefour, le thon blanc était à 1495 la semaine dernière. Ce matin, il est beaucoup plus cher. Il se vend autour de 1650 francs le thon blanc. Tous les jours, les prix varient? Les prix varient tous les jours. Et c'est là où le gouvernement devrait intervenir, les affaires économiques surtout, intervenir pour que le prix du thon blanc ne varie plus. Que ça devienne un PPN minuscule, produit de première nécessité, pas un PPN majuscule, poisson pour nanti. À 1000 et quelques francs le kilo, c'est trop cher. Alors Claude, parlons maintenant de sécurité. Il y a quelques mois, il y avait eu l'histoire du potimarara disparu en mer. On parle beaucoup depuis des balises de détresse. Qu'est-ce qui explique que ces balises ne sont pas déjà obligatoires pour les pêcheurs professionnels? Ça devrait être une obligation, non? Si, les balises de détresse sont obligatoires sur chaque
bateaux de pêche, que ce soit le potimarra, le bonitier ou les thoniers. Certains ne l'ont pas. La balise de détresse, c'est ce qui n'est pas obligatoire, c'est la PLB, la balise de détresse individuelle qui est vendue par la Fédération de sauvetage. Elle n'est pas encore dans la liste. C'est une balise reconnue, parce qu'elle est agréée SOLAS, mais elle est individuelle. Elle n'est pas dans la liste du matériel de sécurité de chaque type de navire. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience depuis ces dernières semaines de la part des pêcheurs qu'il était nécessaire de se protéger et d'être doté d'une balise? Bien sûr. Depuis que la Fédération de sauvetage a mis en vente ces balises, nous en sommes à plus de 400 balises vendues, mais il n'y a pas seulement les pêcheurs. Beaucoup de pêcheurs ont acheté, mais beaucoup de plaisanciers, beaucoup d'individuels ont acheté cette PLB, ce qui est encore une balise individuelle. Claude Davio, juste au niveau du tracking via GPS, une solution proposée par le Conseil des ministres pour justement repérer, pour des questions de sécurité, mais aussi pour des questions de suivi de consommation d'essence. Qu'est-ce que vous en pensez de cette mesure? J'ai assisté à la réunion le 10 janvier pour ce GPS tracking où les syndicats ont dit d'accord. Sur les 3 personnes qui représentent les syndicats, 2 étaient à 100%, le 3e a accepté aussi. C'est la même personne qui a fait après une déclaration, il était contre. Ce GPS tracking n'est pas une balise de détresse. Elle ne permet pas, si vous avez un sinistre, de dire en quelle position ou qu'est-ce que c'est comme sinistre. Ça ne signale que la position. Pourquoi ce matériel a été mis en place? C'est pour suivre un peu dans le cadre du contrôle de carburant. Et ça, ce sont des syndicalistes de pêcheurs qui ont dit, c'est super parce que il y en a qui vont faire le plein, mais qui ne vont pas pêcher. On pourra suivre exactement où ils sont. Ça ne plaît pas à certains. Parce que, vous savez, on a qui vont dans certaines îles chercher des tortues ou qui vont jamais pêcher. Là, on pourra les suivre et à partir de ce moment-là, ça pourra faire des économies pour le bénéfice des pêcheurs. Parce que les gens sérieux, ils n'ont pas de soucis à se faire. Mais il y en a beaucoup qui vont faire le plein de carburant, que ce soit gasoil ou essence, et qui ne sont pas à la pêche, ou bien qui font pêcher leur bateau par d'autres personnes. On veut un contrôle. Et avec l'accord du syndicat, le gouvernement n'a pas décidé comme ça. Les réunions ont été faites. Tout le monde a été d'accord, c'est comme ça que le Conseil des ministres a approuvé le projet. On parle de fraude donc, l'essence est détaxée pour les pêcheurs. Est-ce que vous pouvez nous parler du type de fraude? Il nous reste très peu de temps, mais est-ce qu'un pêcheur a le droit d'utiliser le carburant détaxé pour son véhicule par exemple, parce que ça arrive? On dira que beaucoup le font. Le pêcheur n'a pas le droit d'utiliser le carburant détaxé pour son véhicule ou pour faire du transport de personnes, ou pour aller aux couches de pirogue. Ce n'est réservé qu'à la pêche, et je crois que le gouvernement a voulu mettre des balisés pour que les règles soient respectées. Alors rapidement, Claude Davio, une dernière question. La protection de notre ZEE, la zone économique exclusive par rapport aux pêcheurs étrangers, vous trouvez que l'État et le pays n'en font pas assez? Je pense que l'État fait déjà beaucoup de choses, le pays aussi, parce que le pays a accepté, par le biais de l'OPT, l'installation de systèmes de sécurité que la Fédération de sauvetage a demandé dans toutes les îles où l'OPT a un pylône, on pourra installer. Le pays font beaucoup, mais c'est une compétence d'État. Il faut pas oublier que c'est une compétence d'État, et c'est l'État qui a mis les moyens pour faire cette surveillance. Ce n'est pas seulement notre zone économique. L'État surveille près de 11 millions de kilomètres carrés. C'est énorme. C'est énorme, et je pense que les moyens qui sont mis en disposition ne sont pas suffisants, mais c'est l'État qui décide, c'est une compétence d'État. Le pays n'est pas concerné par cette compétence. Claude Davio, c'est déjà la fin de notre rendez-vous Invité Café. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la pêche, ancien pêcheur et donc ancien conseiller chargé de mission au ministère des Ressources marines. Belle journée à vous, Claude. Merci à Pauline. Du lundi au vendredi.